Bonjour chers amis, auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Alors, la semaine dernière, j'ai évoqué le cas de l'Érythrée, un pays dont nos grands médias ne parlent jamais, mais qui, pourtant, croupit sous le joug d'un dictateur aussi éternel qu'impitoyable, Isaias Afewerki. L'Érythrée est l'un des pays d'Afrique, et plus particulièrement de la Corne de l'Afrique, d'où proviennent une bonne partie des migrants qui affluent vers les côtes méditerranéennes, dans l'espoir fou de traverser cette mer et d'atteindre l'Italie, pour ensuite gagner, sans doute, d'autres pays d'Europe et même le Royaume-Uni. Mais ces migrants viennent aussi d'autres pays. Aujourd'hui, je souhaiterais évoquer un pays dont on parle également très peu. Pourtant, ce pays vit un drame permanent depuis 1991, comme l'Érythrée d'ailleurs. La moindre lueur d'espoir dans cette contrée est toujours anéantie par une nouvelle recrudescence de violence qui fait que le pire semble ne jamais être atteint. Ce que l'on pense être le pire aujourd'hui est toujours moins grave que ce qui se produira le lendemain ou le mois suivant. Je veux parler de la Somalie, ou plutôt du territoire qui constituait l'ancienne Somalia italienne. En effet, le Somaliland, c'est-à-dire la partie autrefois britannique de la Somalie, a préféré se séparer du reste de la Somalie dès 1991 afin d'échapper au chaos et à la guerre qui ravageait le pays. Malheureusement, l'indépendance du Somaliland n'a pas été reconnue, que ce soit par l'Union européenne ou par l'ONU, ou par tout autre, par un quelconque pays, hormis Taïwan, qui est un autre paria, hélas, de la communauté internationale. En dehors du Somaliland, la Somalie, donc le reste de la Somalie, est, depuis 33 longues années, le théâtre de guerres incessantes, de famines, de sécheresses, d'exodes et de violences toujours renouvelées. Avec l'Érythrée, c'est ce pays, la Somalie, qui est l'un des principaux exportateurs de migrants vers la Libye, la Tunisie, et après une traversée souvent dramatique, vers l'Europe. Triste illustration de ce chaos somalien, 9 personnes ont été tuées dans la soirée du 14 juillet, dans l'explosion d'une voiture piégée devant un café bondé de Mogadiscio, la capitale. Les victimes suivaient la retransmission de la finale de l'Euro 2024 lorsqu'elles ont été surprises par la déflagration. Cet attentat, qui a également fait de nombreux blessés, n'a pas été revendiqué, même si tout le monde pense au Shebab, ce groupe terroriste djihadiste local qui est lié à Al-Qaïda et qui a perpétré par le passé de nombreux attentats à la bombe et autres attaques à Mogadiscio et aussi dans le reste du pays. Cet attentat n'a pratiquement pas été mentionné par nos grands médias. Il est vrai que les grands médias s'adressent en tout premier lieu au grand public, et que ce grand public, ce jour-là, était davantage intéressé par la finale de l'Euro que par et aussi par le magnifique feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel à l'occasion de la fête nationale française. Commençons par situer un petit peu la Somalie. Ce pays occupe l'extrémité de ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire la pointe nord-est du continent africain. Si l'on y inclut le Somaliland, la Somalie couvre
une superficie de 638 000 km². Il s'agit donc d'un vaste pays, plus grand que la France. Toujours en y incluant le Somaliland, plus de 17 millions d'habitants y vivent. Au regard de sa superficie, il s'agit donc d'un pays relativement peu peuplé. C'est surtout une contrée aride, sans rivière ni forêt, où la chaleur est accablante, atteignant ou dépassant les 50 degrés. La Somalie n'a que très peu de ressources, quelques mines de sel et l'élevage de chèvres étant les principales. Son importance découle plutôt de sa situation géographique. Qui contrôle la Somalie contrôle le golfe d'Aden, situé entre la péninsule arabique et l'Afrique, là où la mer Rouge rencontre l'océan Indien, là où passe la route du pétrole. Une grande partie de ce pétrole est d'ailleurs destinée à l'Europe, en provenance du Moyen-Orient, et il passe donc au large des côtes somaliennes. La Somalie a une particularité rare en Afrique, même très rare. Elle est assez homogène. Elle n'a qu'une seule langue, le somali, et une seule religion, l'islam sunnite. Cette particularité aurait pu constituer une chance, un facteur d'unité nationale, mais cela n'a malheureusement pas été le cas. Très tôt, des commerçants arabes étaient venus s'installer sur ces côtes, toutes proches, nous l'avons vu, de la péninsule arabique. Cela a conduit à une islamisation précoce du pays. Dès le XIIIe siècle, il était entièrement islamisé. De plus, des mariages entre Somalis et Arabes ont fait de la Somalie un pays relativement arabisé, ce qui est aussi une particularité en Afrique subsaharienne. Signalons d'ailleurs qu'il est membre de la Ligue arabe, ce qui est assez rare en Afrique subsaharienne. Je crois que l'autre exemple, c'est Djibouti et peut-être les Comores aussi, je crois, de mémoire. C'est ce caractère islamique qui a fait naître une hostilité héréditaire entre les Somalis et leur puissant voisin chrétien, l'Éthiopie, l'ancienne Abyssinie. Cette dernière a pendant des siècles cherché à contrôler la Somalie, tandis que les principautés somalies n'ont eu de cesse que de se débarrasser de la domination éthiopienne. Le peuple somali vit sur une zone bien plus vaste que celle qui constitue l'État somalien actuel. Là comme ailleurs, les frontières héritées du colonialisme ne correspondent pas aux réalités ethniques du terrain. Il faut dire que le passé colonial de la Somalie est assez compliqué. La République de Somalie, qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960, était constituée de deux entités coloniales distinctes qui ont fusionné au lendemain de l'indépendance, la Somalia italienne et le Somaliland britannique. La partie italienne, où se trouve la capitale Mogadiscio, représentait les 2/3 du pays, tandis que le Somaliland en formait le tiers nord-ouest sur les bords du golfe d'Aden. L'Italie avait perdu le contrôle de sa colonie somalienne, ainsi que celui de l'Érythrée et de l'Éthiopie, en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, l'ex-Somalie italienne était occupée par la Grande-Bretagne, qui occupait bien sûr également le Somaliland. Cependant, la République de Somalie, nouvellement indépendante, revendiquait aussi tous les territoires somalis qui, selon elle, formaient la Somalie historique. On a donc affaire à un irrédentisme somali qui menace tous ses voisins. Il s'agit du nord-est du Kenya, peuplé à majorité de Somalis, l'Ogaden, cette vaste province éthiopienne, elle aussi peuplée par une majorité de Somalis, et le territoire français des Afars et des Issa, c'est-à-dire l'actuelle République de Djibouti. Les Issa, qui constituent l'un des deux peuples de ce petit pays, Djibouti, sont en effet l'un des clans somalis que l'on retrouve également en Somalie d'ailleurs.
En 1969 eut lieu un coup d'État militaire qui porta au pouvoir le général Mohamed Siad Barre. Mohamed Siad Barre tenta d'engager son pays dans une voie socialiste et, pour ce faire, il se rapprocha de l'Union soviétique, offrant même une base navale à l'URSS, c'est-à-dire le port de Berbera, dans l'actuel Somaliland. Dans le contexte de la guerre froide, les Soviétiques étaient très désireux de contrôler la route du pétrole. Ce faisant, Mohamed Siad Barre continua à mener une politique irrédentiste, ce qui conduisit à la montée d'une forte tension avec tous ses voisins et même à une guerre contre l'Éthiopie en 1977-1978. En 1974, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, avait été renversé par une junte militaire qui mit fin à un empire millénaire et qui fit basculer le pays dans le bloc de l'Est pro-soviétique. Cette évolution brutale qui fit que la Somalie perdit, c'est cette évolution brutale, qui fit que la Somalie perdit son intérêt aux yeux des dirigeants soviétiques. Que pèse la Somalie aride et sous-peuplée en comparaison avec l'Éthiopie, la grande Éthiopie, riche en multiples ressources. Siad Barre, furieux de voir son allié soviétique aider son ennemi héréditaire éthiopien, finit par rompre avec Moscou pour se rapprocher des États-Unis. En 1977, il envahit l'Ogaden éthiopien, soutenu en sous-main par Washington. Cependant, l'assistance soviétique et même une intervention militaire cubaine permirent aux troupes éthiopiennes de chasser l'armée somalienne d'Ogaden. Le général Siad Barre ne s'est jamais réellement remis de ce cuisant échec, de cette humiliation, et son pouvoir absolu commença alors à être contesté. La famine s'installa de manière endémique dans le pays. 1984 fut une année de grande famine. À l'époque, la Somalie abritait des centaines de milliers de réfugiés éthiopiens, et sa principale ressource venait des sommes considérables que le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, et les autres organisations humanitaires investissaient dans le pays pour administrer et alimenter les camps de réfugiés. De plus en plus isolé politiquement, Siad Barre fut finalement renversé au début de 1991. On peut dire que depuis cette date, la Somalie est allée de mal en pis. Elle n'a plus jamais connu de pouvoir central affirmé. La société somalie est une société essentiellement clanique. Et depuis la fin du régime de Siad Barre, les chefs de clan n'ont cessé de s'entre-déchirer pour le contrôle du pouvoir. À une exception près, cependant. Lassé de ces luttes fratricides, l'ancien Somaliland a proclamé son indépendance en 1991 et a réussi à rétablir le calme dans cette ancienne colonie britannique. Des élections s'y sont même déroulées à plusieurs reprises et son président ainsi que son parlement ont été élus par le peuple du Somaliland. Malheureusement, comme nous l'avons vu, la République du Somaliland est totalement isolée internationalement, aucun État n'ayant voulu prendre le risque de la reconnaître et de reconnaître donc une sécession de fait. Il est dommage que la communauté internationale n'ait pas voulu ou pas pu venir en aide au Somaliland, qui est, depuis 33 années, la seule partie de la Somalie où le peuple somali vit en paix et en sécurité et n'est pas à la merci constante de seigneurs de la guerre et de groupes djihadistes lourdement armés. La famine et la crise allant s'aggravant dans le reste du pays, l'ONU s'est finalement décidée à intervenir en 1992. Cette intervention fut un véritable fiasco. On se souviendra encore longtemps de l'humiliation subie par les militaires états-uniens qui avaient débarqué sur les plages somaliennes, filmées par les caméras de CNN,
en décembre 1992. Bill Clinton dut se décider à retirer en catastrophe ses troupes en octobre 1993, après avoir perdu 18 soldats américains. L'ONU a fini par évacuer tous ses casques bleus en 1995. Après ce départ calamiteux, la Somalie a continué de sombrer dans un précipice sans fond. Pendant que ses chefs de clan, ses chefs de guerre, ses politiciens passaient leur temps dans d'interminables négociations dans les grands hôtels de Nairobi, la capitale kenyane, sa population continuait à vivre l'horreur au quotidien. Mogadiscio, la capitale, ainsi que les autres villes du pays, ont été l'objet d'âpres combats pour leur contrôle. Bien souvent, la population de ces villes a dû fuir les combats, perdant tout à chaque nouvel exode. Depuis 33 années, des centaines de milliers de Somaliens n'ont cessé d'aller se réfugier dans les pays voisins, en particulier dans les camps du Kenya, tandis que des centaines de milliers d'autres se sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Je voudrais faire une petite parenthèse pour évoquer un souvenir personnel. Alors que je travaillais en Ouganda en tant que responsable de l'envoi de nourriture dans les camps de réfugiés de ce pays, pour le compte du Programme alimentaire mondial. Ces réfugiés, c'était une majorité de Soudanais, c'est-à-dire de Sud-Soudanais, mais aussi des Rwandais et des Aïrois, puis Congolais. Mais on avait aussi un petit groupe de Somaliens. Oh, pas beaucoup, quelques centaines. Il n'y a pas de frontière commune entre l'Ouganda et la Somalie. Mais je dois dire que ces quelques centaines de Somaliens causaient plus de problèmes que les centaines de milliers de Sud-Soudanais, par exemple. Ils étaient très exigeants. Ils ont plusieurs fois failli se révolter parce qu'ils réclamaient que le thé fasse partie de leur ration alimentaire, en indiquant que cela faisait partie de la nourriture traditionnelle ou de l'alimentation traditionnelle du peuple somali. Une fois, je leur ai rétorqué que peut-être ils voudraient aussi qu'on inclue le khat dans leur ration. Le khat, c'est cette plante, cette drogue douce, cette feuille que les Somalis se plaisent à mâcher à longueur de journée et qui a tendance à les endormir, je dirais. Mais ces Somaliens que j'ai rencontrés en Ouganda, je dois aussi dire qu'ils connaissaient le système à fond. Ils savaient ce qu'ils pouvaient réclamer, ils connaissaient parfaitement leurs droits et les recours possibles face à nos refus. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant les 20 années précédentes, la Somalie avait vécu de l'aide humanitaire qui était apportée aux réfugiés éthiopiens en Somalie et que des milliers de Somaliens avaient été recrutés par le HCR et par d'autres organisations à l'époque. Donc tous ces gens connaissaient le système à fond. Ils l'ont utilisé après à leur profit lorsqu'ils se sont eux-mêmes retrouvés réfugiés dans d'autres pays. Je ferme la parenthèse. C'est une génération entière de jeunes Somalis qui n'a jamais connu la paix. Des dizaines de milliers d'enfants somaliens sont nés et ont grandi dans des camps ou dans la terreur d'un éventuel recrutement par les Chebabs, qui n'ont pas hésité à recruter des milliers d'enfants soldats. Durant toutes ces années de guerre, le pays a continué à se désintégrer. Une autre région somalienne, le Puntland, au nord-est, est devenue quasiment indépendante depuis 1998, même si elle n'a pas proclamé son indépendance. À plusieurs reprises, des présidents et des gouvernements intérimaires ont été nommés à la suite de réunions à Nairobi. Mais ces gouvernements n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer face aux seigneurs de la guerre qui n'ont jamais cessé de se combattre. En octobre 2011, l'armée kenyane est intervenue dans le conflit, lançant l'opération Linda Nchi, ce qui signifie « protéger le pays » en langue swahili. Cette intervention visait les positions des insurgés somaliens. Le gouvernement intérimaire, soutenu par une force de l'Union africaine, ne contrôlait pratiquement rien, mis à part l'aéroport et le port de Mogadiscio, ainsi que le palais présidentiel.
Cette situation chaotique a permis l'apparition d'un mouvement fondamentaliste musulman lié à la nébuleuse Al-Qaïda, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire les Shebabs, et ce mouvement a réussi à s'emparer d'une grande partie de la Somalie pour y imposer une interprétation très stricte de la charia, la loi islamique. De nombreux petits voleurs ont subi des amputations publiques. Cette interprétation de l'islam était totalement inconnue en Somalie. C'est pour faire face à ce danger que l'administration Bush a encouragé l'Éthiopie à intervenir à son tour militairement en Somalie, afin de stopper l'avance de ces talibans somaliens. Mais compte tenu de la haine héréditaire qui existe entre la Somalie et l'Éthiopie, le remède fut sans doute pire que le mal, et il a certainement contribué à renforcer le mouvement fondamentaliste islamique en Somalie. Des élections présidentielles ont malgré tout pu se tenir. C'est ainsi que Mohamed Abdullahi Mohamed fut élu président lors de l'élection présidentielle somalienne de 2017, menant ainsi son parti Tayo au pouvoir. Pour comble de malheur, ce pays aride a été ensuite touché par une grave sécheresse en 2019. Cette année-là, les Nations Unies ont estimé qu'1 700 000 personnes manquaient de nourriture du fait de cette sécheresse. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été contraintes d'abandonner leur foyer pour tenter de trouver de la nourriture, venant ainsi s'ajouter aux 2 600 000 Somaliens déjà déplacés dans le pays du fait de la sécheresse et de la guerre. C'est dans ce contexte de crise politique et humanitaire que l'élection présidentielle de 2021 a dû être décalée à 2022. Cette élection a vu l'ancien président Hassan Sheikh Mohamud retrouver le pouvoir après sa défaite en 2017. On se doit d'ajouter que la tragédie somalienne a peu à peu affecté le reste du monde. D'abord avec la réapparition de la piraterie. En effet, avec des armes qui circulent partout, avec un climat d'insécurité interdisant aux populations de vivre de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche, il a été fort tentant pour des jeunes pêcheurs de la côte somalienne de se convertir en pirates, n'hésitant pas à s'attaquer aux supertankers qui alimentent l'Occident en pétrole. Cette situation a contraint les forces navales de l'OTAN et même de la Chine populaire à se déployer au large de la Somalie, sans toutefois réussir à éliminer complètement la piraterie. Car pour réussir, la communauté internationale aurait dû d'abord songer à créer les conditions pour le retour d'une paix véritable en Somalie. Tant que les seigneurs de la guerre continueront à s'entre-déchirer, tant qu'il n'y aura pas de gouvernement central capable de s'imposer sur l'ensemble du territoire, le problème de la piraterie perdurera. Il ne faut pas non plus oublier que les grandes compagnies internationales ont largement profité du désordre somalien depuis 1991 et de l'absence totale ou quasi totale d'un État somalien. Les grands médias n'en parlent jamais, mais des flottes de chalutiers européennes et asiatiques n'ont pas cessé de piller les réserves halieutiques somaliennes sans payer la moindre redevance à un État somalien inexistant depuis 33 ans. On ne dit pas non plus que de nombreux navires, y compris les supertankers, profitent de l'absence d'État pour dégazer en toute impunité au large de la Somalie. Ces pillages et ces dégazages ne permettraient-ils pas, s'ils étaient davantage connus de l'opinion internationale, de mieux comprendre le phénomène de la piraterie moderne, de la piraterie somalienne? La tragédie somalienne affecte l'Europe d'une autre manière, nous l'avons vu, depuis une quinzaine d'années au moins, avec les milliers de désespérés qui tentent de gagner les côtes européennes depuis l'Afrique du Nord. Ces Somaliens, qui n'ont connu que la guerre, savent que l'enfer d'une traversée du Sahara puis de la Méditerranée n'est pas pire que tout ce qu'ils ont laissé chez eux. Ils préfèrent encore tenter leur chance et risquer leur vie sur des rafiaux de fortune plutôt que de continuer à vivre l'enfer
au quotidien en Somalie. Ce sont ces jeunes qui n'ont plus rien à perdre, qui débarquent sur les côtes de Malte, de Lampedusa, de Sicile, tout près donc de chez nous. Il serait donc de l'intérêt bien compris des pays de l'Union européenne de travailler avec ceux de l'Union africaine pour tenter de créer les conditions d'un retour à une paix durable en Somalie et surtout à la stabilité, et ce le plus rapidement possible. Seule une Somalie pacifique et stable permettrait de mettre fin à la piraterie et à l'immigration clandestine somalienne. Oui, je sais, on va me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement. C'est sur ces mots que je vous laisse méditer, chers amis auditeurs et auditrices, et que je vous dis à la semaine prochaine.